Bonjour tout le monde, bienvenue au CRDI. Je veux commencer par signaler que nous sommes sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquin. Je suis Aslan, je suis directeur du programme d'économie inclusive au CRDI. J'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir tous au CRDI pour cette réunion. Il y a l'interprétation et il y a des écouteurs pour ceux et celles qui veulent s'en prémunir. Et la réunion va enregistrer, ce sera disponible plus tard sur vidéo. Aujourd'hui, ce sont des gens qui font partie de la série d'orateurs qui créent un espace où des leaders qui travaillent vers l'égalité. Les sexes peuvent partager leurs connaissances. Il y a le désir de partager des recherches sur l'importance de créer un monde plus égal et de mettre en relief les efforts de CRDI par l'appui de l'égalité des sexes globalement. On le fait avec la politique canadienne. Donc, l'objectif de développement durable est un mandat de ne pas oublier personne. Une pierre angulaire de cet agenda, avec un engagement de réaliser l'égalité et d'habiliter toutes les femmes. Au cours de l'enregistrement de l'État civil a été sous les feux de la rampe pour les progrès dans ce domaine et promouvoir le droit des enfants et des femmes. Donc, les certificats d'état civil sont une preuve d'identité légale de l'âge et de relations sociales. Ces documents vitaux permettent aux personnes d'avoir accès à des services publics comme la santé, l'éducation, la protection sociale et d'exercer leurs droits comme de vote ou pour les successions. Ces systèmes sexes sont essentiels pour mesurer le progrès vers les 67 indicateurs de développement qui couvrent 12 des 17 SDT. Donc, aujourd'hui, on veut assurer la sensibilisation à ces systèmes. Donc, bienvenue au panel. Et pour bien faire les choses, j'ai le plaisir de vous présenter Montasser Kamal, qui va être animateur du panel. Montasser est le leader de programme pour le programme de santé des enfants et des mères, donc financé par Affaires mondiales Canada, le CRDI. Le Centre d'excellence est un centre de connaissances qui favorise l'accès à l'information, à l'expertise, y compris des normes mondiales, des outils, la recherche et les pratiques exemplaires. Merci encore une fois d'être là. Merci au panel d'être là. Et Montasser, c'est à vous. Merci beaucoup, Ariane. C'est un plaisir de vous accueillir tous ici cet après-midi avec ce panel distingué sur les données civiles et l'enregistrement civil, la voie vers l'égalité. Nous avons un panel très distingué que je vais vous présenter, mais je vais commencer par vous dire de quoi il va être question aujourd'hui. Beaucoup de femmes et de filles de par le monde sont invisibles. C'est parce que leur présence n'est pas enregistrée, le mariage, leur décès ne sont pas enregistrés. Ça les empêche d'exercer leurs droits fondamentaux et les mettent en risque de pauvreté, de violence sexo-spécifique, c'est le mariage précoce. Nous pouvons. Il y a des outils qui existent pour donner une visibilité aux filles et aux femmes par un système efficace d'enregistrement des statistiques de l'État civil. On doit comprendre les obstacles à la mise en œuvre des systèmes efficaces, surtout dans les pays selon les contextes politiques et économiques. Le Centre d'excellence de l'ESSEC, ici au CRDI, aide à combler cette lacune de connaissances en publiant une nouvelle série sur les sexes et les cas des genres. Donc, on a eu une conférence ici en février de l'an dernier et c'est il y a des enfants, des petits-enfants qui sont maintenant enregistrés pour profiter vraiment de ce domaine.
Le premier mémoire de connaissance de la série que j'ai mentionné a été publié en février cette année et nous avons des copies à l'extérieur pour ceux et celles qui s'intéressent. Et deux de notre panel d'aujourd'hui sont des auteurs de ce mémoire. Alors, ça nous amène à notre panel. C'est le plaisir de vous présenter chacun leur tour. Nous allons commencer à ma droite par Deirdre Apple. Elle est gestionnaire de programme à Open Data Watch, un organisme sans but lucratif de Washington qui travaille pour améliorer la qualité des données pour atteindre les objectifs de développement durable. Il gère le programme de statistiques sexo-spécifiques, y compris la série des mémoires sur la connaissance, avec l'aide du CRDI. Elle participe activement au travail de politique et de défense pour meilleur financement pour le développement des données et s'occupe des communications. Donc, nous avons également Sanjil Simlan, qui est un spécialiste technique de la direction de vision technique pour le Fonds des populations. Il est à New York. Il fait partie d'une équipe responsable du travail de l'UNEVA sur les Essex et pour améliorer l'enregistrement des mariages, des décès et des déterminants de la sous-enregistrement des événements. Et c'est un travail très important dans quelques 90 pays. Il s'occupe des projets de migration des jeunes dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Avant de se joindre à l'ONU en 2017, il a travaillé pour les statistiques d'Afrique du Sud pendant 12 ans. Mais le dernier, mais non le moindre, Eleanor Carey, qui est à mon extrême droite, était gestionnaire technique à Data2X. Donc, elle travaille à la Fondation des Nations Unies qui s'occupe à l'amélioration de la qualité et la disponibilité et l'utilisation des données sexo-spécifiques pour faire une différence pratique dans la vie des femmes et des filles de par le monde. Elle en coordonne le travail technique de l'organisation avec des partenariats et des programmes. Et avant, elle avait des rôles dans la gestion publique et privée, et c'est qu'à 2 ans avec l'ODI, pour les services statistiques au Ghana. Bienvenue, Léonore. Maintenant, on va avoir des blocs de conversation pour favoriser la discussion et les présentations des membres du panel. Nous avons 3 différents blocs pour cette conversation. Le premier, c'est pour parler de l'importance des systèmes sexe, surtout du point de vue des genres. Ensuite, on va parler des défis, des pénuries pour les données sexo-spécifiques et nos panélistes vont donner des exemples. Et finalement, on va discuter des résultats promoteurs et des leçons apprises. Donc, il y a l'espoir et de bons exemples. Nous voulons que vous entendiez nos panélistes vous en parler. On va discuter plus tard lors de la période de discussion qui va être après ces rondes de présentation. Et ensuite, il y aura une période de discussion avec vous. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez poser les questions à ce moment-là pendant la période de discussion. Alors, on passe maintenant à la discussion et encore une fois, le premier bloc va préparer le terrain. On sait que sans les qualités des sexes, ce serait impossible de réaliser le ESSEC. Donc, on s'inquiète qu'on n'aura que 10 ans, plutôt l'ODD, période pour réaliser l'objectif de développement durable, mais on ne sait pas avec certitude combien de femmes et de filles vivent sur la planète. C'est étonnant. En 2019, on n'est pas certain de ces chiffres. Et dans ce contexte, pouvez-vous, s'il vous plaît, partager avec nous pourquoi vous pensez que des systèmes ODD sont essentiels pour les femmes et les filles? Je vais commencer par Eleonore. Merci beaucoup. Est-ce que le micro fonctionne? Merci beaucoup. Je pense que les systèmes sexes sont importants pour les femmes et les filles. Je pense que
Donc, c'est important pour tous. L'État civil, c'est un des systèmes très égalisateurs qu'on a besoin d'enregistrer chaque naissance, décès, mariage. Mais pour les femmes et les filles, il y a trois façons importantes pour le système. D'abord, il s'agit des droits et services auxquels les femmes et les filles peuvent avoir accès en ayant une documentation clé. Lorsqu'on parle de certificat de naissance, l'enregistrement du mariage, c'est vraiment essentiel pour combattre les mariages précoces des enfants, qui touchent surtout les filles. Et l'estimation la plus récente, il y a 15 millions de filles par le monde qui sont mariées avant l'âge de 15 ans. C'est important. Et il y a des recherches de Syndex, la Banque mondiale. Ils ont constaté que le manque de papier, c'était un des problèmes pour l'accès aux services financiers. La deuxième façon dont a une incidence sur les femmes et les filles dans les pays par le monde, ce sont surtout les femmes qui enregistrent les événements d'état civil de la famille dans la grande communauté, étant donné parce qu'ils enregistrent d'autres membres de la famille. Elles sont bien positionnées pour être des alliés pour améliorer les systèmes ESSEX. Et la troisième façon, c'est que c'est essentiel pour qu'elles soient visibles dans nos systèmes de données. D'abord, elles offrent un mécanisme de surveillance pour le système comme tel. Elle indique exactement quels groupes ne sont pas enregistrés, de sorte qu'on puisse commencer à avoir des interventions ciblées pour atteindre ces groupes. La deuxième façon, c'est que l'ESSEC donne des données de population qu'on n'obtiendra pas autrement dans beaucoup de pays, même dans les meilleurs scénarios où il y a des recensements tous les 10 ans. On a besoin de données plus fréquentes et on a besoin de ces données pour alimenter la nouvelle réflexion sur les politiques et pour répondre aux compositions démocratiques de l'avenir. On a besoin plus d'hôpitaux pour maternité, ou on a besoin plus de services et d'éducation. Et est-ce qu'on... qu'est-ce que ça dit des attentes des femmes pour la participation de la population active? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser avec cet enregistrement des états civils. Donc, ça fait partie du système statistique global qui offre des données fréquentes et individuelles, et surtout de les pays à faible revenu. On se base sur des sondages des foyers, et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Éléonore. Vous avez soulevé des points excellents et importants sur l'efficacité, la fréquence et sur l'utilisation des systèmes pour l'avantage et la participation des femmes. Et c'est à vous, DJ. Alors, merci, Montassor et Alia, d'avoir organisé cette activité. C'est bien de venir à Ottawa en mai. La dernière fois, c'était en février, donc c'est beaucoup mieux. Mais quant à pourquoi les systèmes ESSEC sont importants et pourquoi c'est important pour les femmes et les filles, il y a deux volets. Il y a le volet micro qu'Éléonore a mentionné dans ses remarques sur les avantages individuels, l'accès aux services, le droit de vote d'identité légale. Mais il y a aussi le niveau macro et un peu moins intéressant pour les individus, mais toujours très important pour les statistiques, l'élaboration des politiques et les plus grandes planifications de développement qui a une influence plus tard pour les femmes et les filles en plus des avantages individuels et immédiats. Donc, les ODD que vous connaissez tous, surtout l'ODD 5, c'est l'égalité des sexes, demande des données de haute qualité pour mesurer et suivre les progrès vis-à-vis ces objectifs. La réalité, c'est que on a fait beaucoup de travail pour combler ces lacunes de données, mais il manque beaucoup de données pour les femmes et les filles. Donc, il faut trouver des données pour combler les lacunes et améliorer
les politiques et les processus décisionnels. Je pense que c'est important de pouvoir fournir ces données, surtout ESSEX pour les indicateurs ODD. Montassar, dans ses propos liminaires, a dit que 67 indicateurs qui peuvent être favorisés par l'ESSEC. Donc, il y a 54 indicateurs dans les ODD. Donc, une partie des mémoires sur la connaissance et lesquelles nous avons travaillé, c'est de regarder ces chiffres et de voir combien de ces indicateurs peuvent utiliser les données ESSEC pour mesurer le progrès. Ce que c'est la démographie, les causes de mortalité, mortalité infantile, enregistrement des naissances, et tout ça est fourni dans les systèmes ESSEC. Et vous verrez à l'écran, nous avons une ventilation des indicateurs par objectif et les indicateurs pertinents au sexe et quelle portion peut profiter des données des sexes. Donc, l'idée de cette information, c'est que le sexe est important, bien sûr, pour les particuliers, mais c'est aussi très essentiel pour fournir des données qui peuvent raconter l'histoire des femmes et des filles également, qui fournir les données nécessaires aux politiques et aux avantages particuliers. Merci beaucoup, Deidre. Dans cette déclaration, vous avez relié les femmes au ESSEC, au ODD, aux objectifs internationaux et nationaux. C'est une bonne façon de présenter les choses. Alors, Sandil, que voulez-vous ajouter? Wow. And thank you, colleagues, for your interventions. My entry point would be to start by saying, in addition to the direct link that has been mentioned about relevant SDG targets that talk to CRVS, we have to look at the... En plus des données qui ont été mentionnées par rapport aux ODD, il y a 3 principes de base qui gouvernent le SEC, qui sont très importants pour comprendre l'égalité entre les sexes de façon générale et le développement durable aussi. La première chose, c'est que le SEC est conçu pour être un dossier permanent des événements. Et deuxièmement, c'est censé être quelque chose de continu qui couvre toute la durée de vie des personnes. Et en plus, ça doit être universel, ça doit vraiment saisir tous les événements vitaux et dans tous les segments de la population. Et on peut examiner de plus près ce que ça signifie. Si je prends la permanence et la nature continue de l'ESEC, ça veut dire que le SEC peut faciliter un enregistrement immédiat des événements. Et quand on fait une ventilation de ces données selon le genre, on peut évaluer la couverture du système, les différents niveaux du cycle de vie et ensuite identifier des secteurs ou des problèmes ou des lacunes qu'on doit aborder pour arriver à l'égalité entre les sexes. Si on pense au principe de l'universalité, ça s'aligne directement avec le principe de ne laisser personne pour compte du côté du programme de développement durable à l'horizon 2030 ou des ODD. Alors, c'est là qu'on pense que l'égalité entre les sexes serait un facilitateur important du développement durable. Si on pense seulement à ces principes, on peut voir que l'enregistrement des faits de l'état civil joue un rôle important pour assurer le développement durable. La deuxième qualité de l'ESEC, c'est que ça permet une collecte de données en temps réel, ce qui est très important pour la promotion d'une planification efficace du gouvernement et une utilisation efficace des sources de données. Troisièmement, on doit aussi tenir compte du rôle de l'ESEC dans le contexte de collecte de données nationales. Si on va voir des
données complètes pour un écosystème qui tient compte de tout le monde, on doit penser à effectuer des enquêtes sur les populations et sur les ménages, en plus d'avoir le SEC. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'universalité ou d'une couverture universelle avec les systèmes de SEC. Vous avez parlé de la continuité, que ça se fasse sur une base continue. Et aussi que ça soit un élément de systèmes nationaux et de plans nationaux. Alors maintenant, on arrive à la deuxième partie de cette rencontre, c'est de parler des défis et des lacunes et de voir comment on peut améliorer la situation. On voit qu'il y a de grandes lacunes. Un des problèmes, c'est la ventilation de la population qui n'est pas disponible pour la population entière. C'est très difficile de savoir où se trouvent les femmes dont les ou les faits de l'état civil ne sont pas enregistrés et pourquoi les naissances, les mariages et les décès ne sont pas enregistrés. Alors, je vais demander à Deirdre d'en parler en premier. Comment est-ce qu'on peut combler ces lacunes? Alors, oui, je dirais au départ qu'il n'y a pas de doute qu'il y a un manque de données sur le SEC, à savoir ce dont on a besoin pour que ça fonctionne. Nos ensembles de données sont limités par un manque de ventilation et une façon de commencer à combler les écarts et à augmenter l'enregistrement, c'est faire une ventilation des moyennes nationales d'événements vitaux par sexe, par région rurale, région urbaine, par d'autres groupes pour voir ce qui donne lieu à l'exclusion sociale. Quand on examine les taux d'enregistrement, surtout pour la naissance au niveau national, on ne voit pas beaucoup de différence entre les taux d'enregistrement pour les filles et les garçons. Mais quand on cherche à examiner cela de plus près, on peut voir où les problèmes éventuels seraient. Alors, les nourrissons qui seront les moins aptes à avoir la naissance enregistrée sont ceux qui sont nés à des femmes de moins de 19 ans, qui n'ont pas de mari, qui ne sont pas mariés, qui ont peu d'éducation, qui vivent dans des régions plus rurales ou viennent aussi de collectivités défavorisées. Donc, ces moyennes nationales ne vont pas nécessairement indiquer ces problèmes dès le départ. Et si on pense au savoir qui sera un prérequis pour l'action, les connaissances qu'on a sur l'enregistrement des ESEC et de l'enregistrement des naissances, surtout, est quelque chose qui nous manque. Alors, première chose, c'est d'améliorer la qualité, la disponibilité ou l'accessibilité des données. Deuxième étape, disons qu'on a toutes les données dont on a besoin. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'enregistrement universel des naissanses sera relié? L'autre problème, c'est que même si on a de bonnes données, il y a des lois ou des politiques discriminatoires en place qui peuvent entraver l'enregistrement des naissances. Par exemple, on pourrait avoir des politiques pour l'enregistrement des naissances qui exigent que le nom du père soit sur le certificat ou que le père soit présent lors de l'enregistrement de l'enfant. Dans certains pays, on a peut-être besoin du certificat de naissance des parents. En d'autres circonstances, on peut avoir le besoin de démontrer que l'enfant est né en dehors d'un mariage. Il y a beaucoup de ces politiques qui vont décourager l'enregistrement. Un autre exemple, ce serait les frais associés à l'enregistrement des naissances. Dans certains pays, surtout en Afrique sous-saharienne, il y a des frais imposés pour l'enregistrement des enfants, surtout pour des inscriptions tardives. Et des visites multiples seront peut-être nécessaires de la part de la mère ou du père pour présenter tous les documents et 3 jours plus tard, d'aller chercher le document. Et si vous pensez à la vie d'une femme dans ces régions, il y a peut-être bien d'autres priorités plus grandes que celle de l'enregistrement. Et on doit y penser pour améliorer le taux d'inscription des naissances. La deuxième étape, ou la troisième étape plutôt, une fois qu'on a les données et les politiques ou les cadres juridiques nécessaires en place,
Il y a aussi des normes sociales qui vont avoir un effet sur l'enregistrement et dont on doit tenir compte et qu'on doit surmonter parfois. Un exemple, en Afrique occidentale, pour la série des synthèses de connaissances, il y en a un qui sera publié en juin. Il y aura 4 travaux, 4 études qui va discuter des normes sociales en ce qui a trait à l'inscription des naissances. Alors, même si toutes les lois sont en place, les mesures incitatives sont là, il y a des normes sociales qui vont régir comment on enregistre la naissance. Par exemple, en Guinée, il y a une pratique dans certaines collectivités d'avoir 7 jours entre la naissance et le choix du nom de l'enfant. Et après 7 jours, il y aura peut-être un baptême et c'est à ce moment-là qu'on donne le nom et que l'inscription peut avoir lieu. Donc, c'est après la période disponible pour enregistrer l'enfant. Et si l'enfant ne survit pas, pendant cette semaine, il y a une mort et un décès qui ne seront pas enregistrés. Donc, comprendre ces pratiques d'attribution de noms et de modifier la politique. Le Canada a contré à cela. Elle a une politique qui permet l'enregistrement d'une naissance et le nom d'être ajouté par après. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça serait les dynamiques de pouvoir au sein des ménages pour l'enregistrement. Même si légalement, il y a une femme qui peut facilement aller enregistrer la naissance, il y a des normes sociales quant à qui parle avec les autorités civiles, qui peut le faire. Alors, il faut comprendre cela. Il faut aussi tenir compte du rôle des cérémonies religieuses lors de ces événements vitaux qui jouent un rôle important en ce qui a trait à l'enregistrement des naissances et ça pourrait vraiment avoir préséance par rapport aux procédures civiles. Alors, dans un État, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Dernière étape, c'est qu'on a besoin de mesures incitatives et d'augmenter la sensibilisation quant à l'importance de l'enregistrement des naissances et de dire que c'est important pour la mère et pour l'enfant plutôt que quelque chose que le gouvernement et l'État imposent. Et l'étude en discute avec ces groupes de discussion quant à la perception de l'enregistrement de la naissance indique que les gens pensent que c'est pas quelque chose dont la personne a besoin, mais quelque chose dont le gouvernement a besoin. Donc, pour résumer, je ne prends pas tout cela à la légère. C'est très difficile de réaliser ces progrès par rapport aux politiques et par rapport aux normes sociales. Et on a besoin de capacités suffisantes dans les pays financières et aussi le soutien politique pour le faire. Pour le travail que notre organisation fait, ça concerne ces 3 aspects et je vais en discuter plus longuement plus tard. Merci beaucoup. C'est vraiment un tour de force sur le sujet de l'enregistrement des naissances. Et c'est important pour nous de comprendre qu'à chaque étape, on a besoin d'éléments qui soient en place pour que les interventions puissent avoir lieu. Et aussi, comment la demande et l'offre vont influencer l'enregistrement des naissances. Alors, peut-être, Sandy, vous pourrez nous parler. Beaucoup de femmes, surtout des femmes adultes mariées, n'ont pas accès à leurs droits en tant qu'épouses parce que les mariages ne sont pas enregistrés. Pouvez-vous nous parler de l'enregistrement des mariages? Oui, merci. Je vais commencer par dire que l'enregistrement des mariages, c'est une porte cruciale pour les droits juridiques ou les droits légaux. Le certificat de mariage est une preuve légale pour l'existence d'un mariage et les femmes peuvent s'en servir pour assumer leurs droits d'héritage ou de possession de propriété, de biens, après la mort de l'époux ou après le divorce. L'attribut protectif de l'enregistrement d'un mariage est surtout important dans des lieux où les traditions et les coutumes, comme Deirdre vient de dire, font la promotion ou reflètent des pratiques patriarcales.
Il y a un article qui vient d'être publié par Data 2X. C'est l'histoire d'un mariage. Il y avait une femme au Kenya qui a réussi à convaincre son mari d'enregistrer leur mariage. Et 4 ans plus tard, malheureusement, le mari est décédé. Et donc, cette personne a pu protéger les biens accumulés avec le mari, y compris la terre et l'argent, quand la famille essayait de les obtenir, parce qu'elle n'avait pas eu de fils, ils avaient seulement eu des filles. Alors, dans ces situations, un certificat de mariage peut vraiment changer la donne pour la femme et pour ses enfants. Et à ce sujet, je crois qu'il est important de souligner l'importance de l'enregistrement des divorces également. Une étude récente a indiqué qu'en Indonésie, seulement 24% des femmes divorcées ont un certificat de divorce. Et selon les lois du pays, ces femmes, même si elles sont les chefs de famille, ne peuvent pas avoir une carte de famille qui leur donne le droit aux prestations de sécurité sociale si la famille en a besoin. Alors, de ce point de vue-là, c'est important d'avoir ces documents. Il faut s'assurer que tous les mariages et que les divorces soient enregistrés. Une autre dimension à souligner, c'est que nous devons reconnaître que la sous-enregistration des mariages et des divorces, c'est quelque chose qui va soulever plusieurs problèmes. Par exemple, dans beaucoup de pays de l'Afrique sous-saharienne, il y a des lois désuètes qui ne s'alignent pas avec notre époque moderne. Beaucoup de pays se servent encore de lois de l'époque coloniale qui ne voulaient pas reconnaître les mariages coutumiers. Et en ce faisant, on va exclure une proportion importante de femmes et d'enfants qui ont des mariages coutumiers. On les empêche d'exercer leurs droits. Ils sont exclus des protections que le mariage est censé leur conférer. Un autre problème connexe, c'est que dans certains pays, à cause du manque d'une mise à jour de loi, dans certains pays, l'enregistrement des mariages n'est pas obligatoire par rapport à l'enregistrement des naissances et des décès. La Commission pour l'Afrique a examiné 39 pays pour le SEC et a découvert que dans ces pays, dans 17 d'entre eux, l'enregistrement des divorces n'est pas obligatoire. 6 de ces 39 pays n'ont pas un enregistrement obligatoire des mariages. Et donc, ces mariages-là, où les couples qui ont ce genre de mariage ont leur droit d'époux brimé s'il devait arriver quelque chose. Merci. Merci beaucoup, Saint-Gilles. Alors, après le mariage, c'est la mort qui s'ensuit. Enfin, en fin de compte, une femme va mourir. Et selon les statistiques, la majorité des décès ne sont pas enregistrés. Quelles sont les conséquences pour les femmes quand leurs morts ne sont pas enregistrés? On passe à Eleanor. Bon, alors moi, je peux parler des événements heureux. Un des indicateurs de l'ODD pour l'objectif 17, c'est d'arriver à une inscription de 80% pour le décès. C'est 100% pour l'enregistrement des naissances, mais 80% pour l'enregistrement des décès. Mais dans beaucoup de pays à faible revenu, on est très loin de cet objectif pour plusieurs raisons. Surtout que la majorité des décès ont lieu en dehors des hôpitaux. Donc, il est peu probable qu'on va saisir cette mort. Et dans les hôpitaux, il y a aussi parfois une mauvaise qualité de tenue de dossier.
Alors, parfois, on ne va même pas enregistrer que la mort a eu lieu. Et aussi, parfois, si on enregistre le décès, on n'enregistre pas la cause de décès. Dans la région Mina, on a constaté que l'enregistrement des décès des femmes était beaucoup moins élevé que ceux des femmes à cause de l'héritage patrilinéal. Alors, comme Manil a dit, il y a beaucoup de normes sociales en ce qui a trait à l'enregistrement. Alors, il y a deux façons qu'une amélioration pourrait améliorer la vie des femmes et des filles. La première chose, c'est que si on avait des données ventilées sur les causes de décès, on pourrait savoir si les hommes et les femmes, les garçons et les filles vont mourir à cause des mêmes causes. La mortalité maternelle est quelque chose qui arrive seulement aux femmes, mais les statistiques sont très mauvaises. Et il y a d'autres statistiques. De quel type de cancer est-ce que les hommes et les femmes vont mourir? Est-ce que les filles sont plus susceptibles aux maladies respiratoires parce qu'elles ont une qualité d'air moindre dans leur maison où ils vont passer beaucoup de temps? Alors, ceci pourrait vraiment orienter des débats politiques sur les causes ou comment contrer les causes de mortalité. Dans beaucoup de pays à faible revenu, on voit les femmes qui commencent à vivre plus longtemps, mais avec un degré de santé moindre. Alors, faire un suivi avec le temps des liens avec les causes de la mort serait très utile. Comme Sandy l'a mentionné, l'enregistrement des morts, c'est le lien manquant entre l'inscription ou l'enregistrement des mariages et pouvoir assumer ses droits à l'héritage et à la possession des biens. Mais ça doit être dans un contexte juridique facilitant qui permet aux femmes d'être propriétaires de terres. Merci d'avoir soulevé ces défis et d'avoir signalé l'importance de remédier à ces problèmes, même par rapport au décès. Maintenant, on passe à la dernière partie de cette discussion en panel. Et on va commencer à discuter de résultats prometteurs et des leçons qu'on a tirées du passé. Tout n'est pas noir. Il y a des progrès qui ont été réalisés dans plusieurs domaines, des choses qu'on doit célébrer. Alors peut-être qu'on va commencer avec Santil. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ou certains exemples ou des leçons tirées du travail que vous avez fait pour combler ces lacunes? Merci. J'ai 3 leçons à partager avec votre groupe et les participants. On a appris que l'enregistrement tardif ou la sous-enregistrement des décès également, ça affecte beaucoup l'égalité entre les sexes. On doit comprendre, entre choses, l'interdépendance entre la sous-enregistration des différents événements d'état civil. Par exemple, une étude récente en Indonésie a démontré que tous les enfants qui font l'objet d'un mariage précoce n'ont pas été enregistrés. Donc, il faut comprendre si on peut identifier un problème qui est spécifique à une région ou qui touche plusieurs régions, quelles sont les répercussions sur ces personnes. Là, il faut reconnaître que les incitatifs pour enregistrer les événements d'état civil causent beaucoup de problèmes. Il faut comprendre le contexte socio-économique et culturel où ça se passe, comme on l'a déjà mentionné. Les preuves existantes, comme c'est la population rurale, la population pauvre et des gens qui sont dans un contexte humanitaire, qui sont ratés par le système d'enregistrement d'état civil. Et plus des groupes mentionnés, on sait également
que les femmes sont plus sous-représentées que les autres. Donc, il y a toute cette dimension de genre. Quelques exemples en Chine, la politique d'un enfant et la préférence pour un fils. On a constaté que ça motive les gens à ne pas enregistrer la naissance de filles. Il y a beaucoup d'articles publiés sur la mortalité infantile pour constater que plus tard, on voit ces personnes réapparaître parce que à cause de la difficulté des pays, surtout dans les familles rurales qui sont plus enclins à retarder l'enregistrement, la naissance des filles, et ça a des répercussions sur la façon dont ils ont accès aux services de santé, les services publics et aussi d'éducation. Un exemple qui touche l'enregistrement des décès, il y a des études du Maroc, par exemple, qui indiquent qu'étant donné les traditions successorales du pays et les coûts impliqués de se déplacer d'une région rurale au centre d'enregistrement urbain, les familles rurales sont plus enclins à ne pas déclarer les décès des femmes. Et ça a des répercussions pour la planification des politiques de santé et pour les programmes de santé. Et donc, ça introduit un biais dans les statistiques sur la mortalité selon genre. Donc, on a démontré qu'étant donné que des exigences de documentation pour enregistrer les événements d'état civil, par exemple, les réfugiés Jordanie, il y a des conséquences à court et à long terme dans ces cas-là. Pour les Syriens, d'abord à court terme, il y a des obstacles structurels et qui touchent les femmes de façon disproportionnée. À long terme, on anticipe que si les conflits réglés au pays, les femmes qui seront veuves lorsqu'elles peut-être peuvent être confrontées à plusieurs défis au point de vue de succession et de réclamer ce qui leur revient de droit, des actifs, parce que peut-être qu'il n'y a pas de correspondance entre les certificats étrangers et ce qui existe au pays. Alors, toutes ces choses ont des répercussions à long terme sur l'égalité des genres. La deuxième leçon que nous avons tirée, c'est que l'évaluation de la qualité des données et des estimations est essentielle pour différencier l'enregistrement et aussi différencier par rapport à la dynamique de la population normale. Pour comprendre ces vecteurs dans leur entièreté, on a besoin de plus de sources d'informations sur les foyers et des données de recensement, données ethnographiques également. Donc, l'UNFPA, favorise cela. Donc, on veut l'enregistrement des mariages également dans le prochain recensement. Pour les mariages, on travaille étroitement avec les données de X et on essaie d'influencer l'inclusion de cette question dans les DHS, surtout des mariages. On veut s'assurer que toute l'information sur le premier mariage, le type de mariage et aussi sur l'enregistrement du mariage. Le type de mariage est important. Comme je répète, dans certains pays, les mariages coutumiers ne sont pas enregistrés à cause de l'arrérage dans les lois existantes. Donc, c'est important pour nous de comprendre combien de femmes sont visées par le non-enregistrement de leur mariage parce que c'est un mariage coutumier. Donc, ces données vont nous aider d'évaluer la couverture et la qualité des enregistrements de ces événements d'état civil et pour évaluer les déterminants et les conséquences de sous-enregistrement de ces événements d'état civil. Merci beaucoup. Sandil, alors c'est très utile, les leçons apprises.
sur le terrain, à l'évidence. Elena, que vous voulez ajouter? Leçons apprises aux pratiques exemplaires. Je vais faire un peu un résumé de ce qu'on a entendu jusque-là. D'après notre recherche qu'on en a retiré, je suis co-auteur avec mes collègues sur l'un des documents mentionnés par Piper. Essentiellement, il y a deux familles d'intervention pour aider à combler ces lacunes. La première est axée sur les données que nous utilisons dans les systèmes existants et d'autres sondages pour identifier exactement le problème et essayer de trouver une solution. Si on utilise les données actuelles, on peut comprendre quel groupe de femmes ou de filles sont les moins aptes à s'enregistrer et comprendre pourquoi. Il y a aussi des opportunités d'apprendre des données de sondage sur les raisons de cela. Les DHS, c'est une source d'information critique et on travaille fort pour améliorer cela. Mais le deuxième groupe d'activités vise la stimulation et l'encouragement de l'enregistrement. L'enregistrement d'état civil mène aux données, donc aux statistiques d'état civil. S'il n'y a plus de données, il faut favoriser l'enregistrement. Donc, ça comprend plusieurs choses qui ont déjà été mentionnées en partie. Bon, les restrictions légales à l'enregistrement pour les femmes et prendre une approche axée sur la personne pour la conception des mécanismes d'enregistrement. On a vu l'enregistrement mobile pour les communautés rurales. Ça fonctionne assez bien. Et le point de départ, c'est qu'il faut reconnaître les faits que les femmes jouent un rôle clé pour améliorer les niveaux d'enregistrement dans un pays. Alors, si on pense le temps dont elles disposent, les difficultés de mobilité pour se rendre dans des centres d'enregistrement, toutes ces choses doivent être prises en compte. On a également vu des essais d'abolir les obstacles financiers, mais aussi on a vu des essais d'encouragement financier à l'enregistrement dans des pays comme l'Inde, le Népal et beaucoup de pays d'Amérique latine où les systèmes de protection sociale étaient développés, donc des programmes de transfert d'argent très développés dans ce contexte. On a vu ce genre d'intervention être très utile pour faire monter les taux d'enregistrement. Une chose qu'on n'a pas mentionné beaucoup aujourd'hui, c'est les systèmes d'identification nationale qui sont un peu différents des ESEC, mais ils sont de plus en plus populaires, ces identités nationales. Surtout, il y a des opportunités d'en profiter un peu pour faire augmenter les taux d'enregistrement de façon générale. La dernière chose que je vais ajouter, c'est vraiment essentiel. On a tous fait allusion à un moment donné. Il y a beaucoup de travail à faire dans les communautés pour expliquer les avantages de l'enregistrement, mais aussi pour s'assurer que ces avantages vont aux femmes et aux filles. C'est très difficile de convaincre de faire quelque chose si ça ne rapporte rien. Si les femmes et les filles se voient systématiquement refuser leur droit de vote, d'accès aux services, leur droit de base d'éducation, de santé, ça va être très difficile de les convaincre de entrer dans cette relation qui devrait être réciproque. Alors, je pense que l'élément clé pour avoir un système durable, c'est s'assurer que ces avantages d'accès aux services et aux ressources vont vraiment aux femmes et aux filles. Et sans ça, on ne peut pas s'attendre à d'amélioration du système, à moins qu'il y ait ces améliorations, cette transparence des services gouvernementaux soit là. Vous, Sandil, vous avez vraiment soulevé également, c'est, vous savez, permettre aux gens d'exercer leurs droits et d'avoir des systèmes pour offrir ces droits. Et vous avez le dernier mot, Deidre. Est-ce que vous avez entendu un peu pendant la présentation de ces synthèses de la connaissance et cette année et d'avoir une synthèse publiée en février et deux autres synthèses publiées cette année. Elles couvrent des sujets
qui n'ont pas encore été explorés, soulevé par Eleanor. Un des sujets dans la synthèse 2, c'est le lien entre les systèmes ESSEC avec les systèmes d'identité nationale et la dimension des genres. Donc, c'est un programme qui vise la création de connaissances, les partenariats, ce genre de choses que l'on apprend. Et l'une des leçons que l'on tire de ce partenariat dans les projets, c'est que les systèmes ESSEC ne sont pas uniquement techniques et seulement quelque chose qui vise les statisticiens ou les personnes qui s'intéressent aux données. On voit, d'après ces conversations, qu'il y a une très grande dimension de politique et la question de genre également. Il y a des experts dans tous ces domaines. On peut même avoir un anthropologue dans la pièce qui va parler à un statisticien ou responsable de l'état civil du pays pour essayer de régler ces questions de normes sociales et les obstacles auxquels les femmes sont confrontées. Ce qu'on entend, on parle au l'ESSEC et l'instrument civil comme étant une fonction gouvernementale. Mais avant qu'on commence à démêler cela, on voit toutes les dimensions différentes. Et c'est une des leçons apprises, c'est de regrouper différents partenaires et experts pour avoir une intervention réussie. Et je sais que c'est beaucoup de paroles, mais parce qu'on parle de partenariat et tout cela, mais c'est des exemples de travail dans les Philippines, c'est un bon exemple pour les instances statistiques dans un pays qui veut augmenter l'enregistrement dans ce pays. Et d'autre part, du côté programme, certaines des leçons apprises et des exemples de succès qu'on a mentionnés dans les synthèses, ça a été souligné ici, mais c'est de développer les programmes d'éducation et d'information visant à l'enregistrement et s'assurer qu'on laisse tomber la démarche centralisée pour l'enregistrement et travailler au niveau communautaire et local pour motiver les gens et enlever les frais et les autres obstacles à l'inscription. Vous savez, le dernier point que je mentionnais, c'est qu'il y a aussi une nécessité d'améliorer l'analyse statistique des données d'enregistrement civil et permettre d'avoir un meilleur aperçu des choses une fois qu'on aura ces données. Merci beaucoup, Deidre. Et vous avez regroupé plein de choses en quelques mots. Vous avez parlé de l'aspect multidisciplinaire. Les systèmes ESSEC ne visent pas que les statisticiens. C'est toute une constellation de professionnels qui jouent un rôle clé. Le deuxième, c'est la coordination, le partenariat. Les systèmes ESSEC ne sont pas seulement les ministres de la Santé ou de la Justice. C'est vraiment plusieurs intervenants dans le domaine des intervenants internationaux au niveau du pays. Et les points mentionnés sur l'organisation communautaire, du rôle des femmes pour exiger leurs droits. Donc, il y a une question que les femmes doivent être habilitées. Elles ne sont pas toujours prêtes à être habilitées, mais elles doivent l'être pour exiger leurs droits pour l'enregistrement de ces événements d'état civil, mais pour exercer ces droits également. Et finalement, vous avez parlé des jeunes d'avoir l'utilisation plutôt, meilleure utilisation des données analysées qu'on présente pour fin de décision et de politique. Donc, il y a beaucoup d'éléments présentés pendant ces 45 minutes. Maintenant, c'est à vous de poser des questions ou de commenter. S'il vous plaît, soyez brefs et vous pouvez poser la question dans la langue de votre choix, en anglais ou en français, mais soyez brefs et on va faire des rondes de questions pour les prochaines minutes. Merci beaucoup.
And please, if you could say who you are. On vous demande de nous dire votre nom. Oui, vous m'entendez? Je suis Heligranda Vares. Je travaille au CRDI pour l'équipe de la gouvernance et de la justice. J'apprécie beaucoup, Eleanor, sur tout ce que vous avez dit quant aux données qui sont générées pour l'avantage des femmes. Et les femmes sont des générateurs de données et les femmes savent ce qui se passe dans les collectivités. Je me demande si vous pouvez partager d'autres exemples. Vous avez parlé un exemple qui provient de l'Amérique latine, d'exemples qu'il ne s'agit pas d'élargir les systèmes, mais comment faire pour que les systèmes actuels pour l'enregistrement soient plus conviviaux pour les femmes. Comment créer un climat de confiance quand il y a beaucoup de perceptions par rapport à la corruption dans les systèmes, quand les femmes vont enregistrer leurs enfants, ou les questions qui concernent la mobilité. Comment est-ce que les systèmes d'enregistrement peuvent rencontrer les femmes là où elles se trouvent? Alors, est-ce que vous avez des idées quant à comment améliorer les systèmes existants et les rendre plus efficaces? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Edgar Greta, CRDI, Gouvernance et Justice. Une question qui m'est arrivée à l'esprit en vous écoutant, et merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Ça concerne le type de recherche qu'on entreprend quand on tient compte du cycle de vie de tous ces gens. Et c'est ce que vous faites exactement. Alors, qu'est-ce qui arrive quand certains pays qui travaillent avec le sexe font une discrimination contre des populations, des minorités ethniques au sein de leur pays pour que leur enregistrement soit très difficile ou pas disponible? Je pense au Myanmar où il y a les minorités Rohingya et aussi les femmes et d'autres minorités ethniques n'ont pas la permission de faire l'enregistrement des naissances. Et ça crée un effet en chaîne. Vous avez parlé de la Syrie et la Jordanie, mais alors, si on n'a pas d'enregistrement, on n'a pas d'accès à l'éducation, ça peut aller plus loin. Dans le système, il y a la question de citoyenneté. Est-ce que vous appartenez au pays ou non? Et dans beaucoup de pays, par exemple en Amérique latine, d'où je viens, il y a le certificat de naissance qui vous dit beaucoup sur votre vie, mais une chose qui est claire, c'est que vous êtes citoyen en vertu de l'enregistrement, mais ce n'est pas le cas pour tous les pays. Alors, question au sujet du Myanmar et les autres pays où la citoyenneté est en cause, et c'est quelque chose qui touche plus les femmes que les autres. Mais pour la citoyenneté, en ce qui a trait aux minorités, ça serait très important. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Merci. Karine, de la condition féminine au Canada. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des pays où on se sert des méthodes mixtes pour la collecte de données? Par exemple, je pense à la naissance, le mariage, le décès. Ce sont des choses qui sont souvent célébrées dans les cérémonies religieuses. Est-ce qu'il y a des pays où les autorités religieuses vont recueillir les données? Est-ce que ceux-ci vont faire leur chemin jusqu'au niveau national? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, qui aimerait répondre en premier? Alors, je suis prête à répondre à la première question. En ce qui a trait à comment travailler avec ce dont on possède et comment améliorer les systèmes existants pour s'assurer qu'on peut satisfaire la demande ou qu'on rend cela plus facile. Un exemple, c'est de jumeler l'enregistrement avec des campagnes d'immunisation. Et ça a très bien réussi parce que on profite de quelque chose qui est déjà en fonction et la demande est là. Et donc, vous arrivez là pour faire la promotion de l'enregistrement dans ce contexte-là. Et ça, c'est une intervention qui a été perçue comme une réussite. En ce qui a trait à ce qui arrive quand le pays cherche à empêcher l'enregistrement, je n'ai pas de réponse claire là-dessus. C'est un grand défi et ça me fait penser. Moi, je viens des États-Unis et ce qu'on a avec la situation actuelle, jusqu'au recensement de 2020, on ajoute des questions pour le recensement, à savoir si vous êtes citoyen ou non, et les conséquences de cela et la peur qu'ils vont cibler certaines communautés. Alors, ce n'est pas une réponse complète, mais en tout cas, c'est juste pour dire que
C'est quelque chose qui va au-delà des divisions, séparations entre revenus, pays à faible revenu ou à moyen revenu ou à revenu élevé. Et on revient aux institutions qui sont déjà en place et qui peuvent chercher à contrer ce que fait le gouvernement. Par exemple, la Cour suprême aux États-Unis, mais je ne suis pas certaine. Merci. Sandila? Merci. Alors, je vais parler de la deuxième question. Qu'est-ce qui arrive quand les gouvernements se servent du système pour exclure certains groupes de la population de l'enregistrement? Alors, nous devons reconnaître que les pays ont un droit souverain de créer leurs lois selon leur volonté, mais il y a des normes internationales qui existent pour dire voilà comment on doit faire les choses pour qu'on arrive au développement durable. Alors, je crois que le mieux qu'on puisse faire en tant que groupe de la recherche, en tant qu'organisme de la société civile, ce serait de générer des produits de savoir, de connaissances pour dire voilà ce pays qui fait ABCD, mais nous savons que le système ESEC est fondé sur 3 principes. Ça doit être un système de collecte permanente d'événements vitaux, une collecte continue de ces événements qui couvrent la durée du cycle de vie de la personne. Et ça doit être universel. On ne peut pas exclure de segments de la population. Alors, je crois qu'il revient à la communauté du monde de la recherche de générer ces informations, de dire voilà ce qu'on sait quand on devrait avoir pour les systèmes ESEC, mais dans ces pays-ci, les pays suivants, voilà ce qui se passe, tout en respectant le droit souverain du pays de mettre au point les lois qu'il souhaite avoir. Mais pour nous, on veut souligner l'importance ou les obstacles que ça crée à l'égalité entre les sexes. Et peut-être qu'à un moment donné, ces informations pourraient encourager le pays à faire des choses de façon convenable ou correcte. Alors moi, j'ai quelques petites réflexions par rapport aux 3 questions. La première question, comment est-ce que les systèmes actuels peuvent être plus sensibles à l'égard des différences entre les sexes ou ce qui arrive? On a parlé d'innovation, d'avoir des personnes qui s'occuperont de l'enregistrement qui sont des femmes certains jours. Alors ça élimine un des obstacles aux femmes qui ont de la difficulté à se trouver dans un espace confiné avec quelqu'un qui peut être du sexe opposé. Je crois que c'était en Inde. Il y avait aussi des journées particulières où c'était pour les femmes seulement. Alors voilà, pour chercher à contrer certains obstacles culturels liés à l'interaction entre les sexes opposés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas vu l'augmentation d'enregistrement qu'ils avaient anticipée. Et quand ils ont essayé de déterminer pourquoi, ils se sont rendus compte que c'était parce que leur communication n'était pas très bonne. Ils n'avaient averti personne que ces services leur étaient disponibles. Donc, il y a cette dernière étape où on doit s'assurer que les groupes qu'on cherche à rejoindre, premièrement, participent à mettre au point cette intervention et en sont informés aussi. Alors ça, c'est la première chose. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce principe quant à la conception axée sur l'être humain, parce que c'est particulier au contenu, au contexte, ce qu'une communauté rurale en Inde serait différente de ce que certains groupes auraient besoin, ce dont certains groupes auraient besoin aux États-Unis. Alors, travailler avec le groupe que vous ciblez, ça, c'est une bonne façon de contourner ou de surmonter certains de ces problèmes. La question quant à l'enregistrement des groupes minoritaires, c'est vraiment ce qui est central à cette question, que l'ESEC, c'est par sa nature même quelque chose de politique. Et voilà, comme Sandy l'a dit, pourquoi le principe d'universalité est si important.
mais aussi, ça me fait penser à l'importance de s'assurer que le SEC est intégré dans un système plus large de statistiques pour qu'on puisse faire une corrélation avec d'autres systèmes de données. Par exemple, si on peut enregistrer ou compter ces groupes minoritaires par des enquêtes sur les ménages, il y aura toujours un niveau d'incertitude et surtout si ces groupes font l'objet de persécutions, ils vont peut-être pas vouloir révéler qu'ils font partie de ce groupe. Mais s'il y a d'autres façons, même s'il y a des données qualitatives dont on peut se servir pour au moins démontrer que ces groupes existent et ensuite examiner les données ESEC, si on ne les retrouve pas là-dedans, bon, on voit qu'il y a un problème. Alors, simplement de déterminer que c'est le cas, c'est un pas positif, mais comme Sandy l'a dit, il faut toujours respecter le fait qu'il y a différents contextes et des systèmes juridiques qui leur sont particuliers. Par exemple, votre question, Karina, il y a différentes façons de le faire. Je n'ai pas une excellente réponse là-dessus, mais moi, je suis irlandaise d'origine et je sais que jusqu'à un certain point, l'Église irlandaise participait très activement à l'enregistrement. Alors, c'est possible dans certains pays, mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait une meilleure réponse pour vous. Bon, ça serait peut-être une bonne question pour la recherche. Nous commençons à manquer de temps, malheureusement, mais les panélistes vont rester ici après et vous pourrez leur poser vos questions en personne. C'est tout le temps qu'on a pour les questions. Mais merci beaucoup d'avoir enrichi nos conversations et d'avoir soulevé des questions importantes qui méritent un suivi. Merci aux panélistes Deirdre, Eleanor et Sandy d'avoir partagé vos expériences aujourd'hui et merci d'être venus à Ottawa pour partager cela avec notre public. On peut voir clairement que des systèmes efficaces de SEC sont essentiels pour l'égalité entre les sexes. On ne peut pas y arriver sans des systèmes de SEC solides. Il faut que les femmes soient comptées aussi. Les exemples partagés par le panel aujourd'hui nous montrent que pour que les politiques soient inclusives et efficaces, ça exige que les données reflète la population entière à la base de bons, solides systèmes de SEC. Les systèmes ont contribué aux connaissances et le renforcement des capacités sur le genre et le SEC. Nous allons continuer à étudier cela. Nous le ferons par le biais de nos synthèses des connaissances. La prochaine sera publiée à notre événement en juin, Women Deliver, dans 3 semaines. Restez à l'écoute. Alors, j'aimerais demander à Ariane de revenir pour conclure cette séance. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à nos panélistes. C'est quelque chose qui nous a démontré l'importance de l'enregistrement pour réaliser l'universalité et pour réaliser les ODD. Alors, ça nous confirme le fait qu'il est important de rassembler les chercheurs et les gens qui pratiquent dans le domaine pour le faire. C'est une question très politisée. On l'a vu dans les questions et réponses. Et merci beaucoup d'avoir contribué à cela. Merci pour le partenariat. Et j'aimerais aussi reconnaître que la participation avec les différents groupes. Nous avons collaboré avec le FNUAP, avec Data Access, Open Data et avec les Affaires mondiales du Canada. Merci pour la collaboration. Comme Montasser l'a dit, merci beaucoup à Montasser de sa belle voix d'animateur pour l'événement. Et comme Montasser l'a dit, on vous demande de continuer à discuter avec vous. Nous, les résultats produits par nos partenaires, par le biais de médias sociaux, par votre participation à des réunions ultérieures. Et si vous serez à la réunion Women Deliver à Vancouver, on vous demande d'aller voir quels événements seront axés sur le SEC. Il y a un événement à Vancouver le 4 juin. En fait. Donc, au nom du CRDI, merci encore
d'être venu. Je suis content qu'il soit presque un climat de printemps ici à Ottawa et que vous n'avez pas souffert comme en février. Merci à tous.